place au premier atelier, place à Valériane et Boris. Merci, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Tu veux mon micro? Je repars sur l'autre. On vous avait posé la question de savoir votre pratique du sport tout à l'heure. Vous avez donc répondu dans le sondage à savoir combien de fois vous pratiquez le sport par jour. Et puis donc on va regarder directement le résultat ensemble. Et puis ce sera l'occasion de lancer la discussion avec Monsieur Boris Gojanovic, triathlète également, ancien basketteur et médecin. Donc il y a des fois des antagonismes. Ça ne doit pas forcément être facile d'être complètement entier sur tout, de respecter tous les principes sur tout, non? Je ne vois pas d'antagonisme, non, non, non. Non, pas du tout? Tout est dans la bonne mesure et dans le timing des choses. Eh bien, vous avez une large majorité de personnes, je dirais 45 personnes qui pratiquent plus de 2 fois par semaine du sport dans l'audience, avec largement, et la deuxième c'est 2 fois par semaine. Donc vous avez plutôt une audience sensible au sport en l'occurrence. Eh ouais, ils sont convaincus, c'est bien. Très bien. Bon, on n'a plus rien à faire, on va aller prendre l'apéro. Non. Merci beaucoup, on peut applaudir Boris, merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Valériane Sermet, je travaille chez IBC, je suis responsable de la solution Global Santé chez IBC. Ça fait depuis plus de 10 ans que j'accompagne des entreprises dans le domaine de la santé, donc entreprises, tout domaine confondu. Et notre vision chez IBC, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans une vision globale en optimisant justement les assurances, l'efficacité informatique et puis en ajoutant une santé au travail parce que nous souhaitons que nos clients puissent accompagner les collaborateurs dans une bonne santé mais en intégrant justement un management sain également et veiller à cette santé, cette ressource importante que sont les collaborateurs. Donc, juste pour introduire l'atelier avec Boris, je souhaitais faire un petit clin d'œil à un élément évidemment important qui est le stress. On verra certainement, c'est un facteur dont Boris va en parler également. Donc, une définition de promotion santé qui est largement utilisée par Promotion Santé Suisse ici. Le stress, ça vaut la peine en effet s'y atteler ou en tout cas de travailler dans ce domaine-là aussi en entreprise parce que c'est quand même plus de 6,5 milliards par année en 2018 en tout cas le coût pour le stress ou à cause du stress au travail. Donc c'est vrai que le stress est justement ce ressenti qui est donc négatif quand c'est un moment de stress désagréable. Donc il y a un déséquilibre entre les contraintes et les ressources. Et puis avec Boris, on va certainement voir justement pour bien garder aussi cet équilibre. Ce matin, on a parlé d'écosystème. Donc on est justement dans l'équilibre. C'est justement l'écosystème également. Quand on parle de retour sur investissement aussi, on a discuté ce matin. On sait aussi que quand on intervient dans le domaine de la santé au travail, en entreprise, on a un retour sur investissement entre 1 à 3, voire 1 à 5. Donc c'est également un ROI qui vaut la peine dans la durée. Donc c'est important de travailler vraiment sur plusieurs années dans le domaine de la santé au travail. Alors, je souhaite donc encore une fois le bienvenu à Boris. On est très heureux de pouvoir proposer cet atelier en collaboration avec lui. Donc, IBC, justement, travaille avec un large réseau de partenaires, de spécialistes, et puis une collaboration comme telle avec le médecin du sport ici est un exemple. Et puis donc c'est toujours sur mesure, en fonction des besoins, en entreprise, en fonction des attentes, que nous pouvons chercher un spécialiste ou intervenir. Si nous avons la spécialisation chez nous en interne, nous intervenons éventuellement volontiers directement. Alors, nous sommes évidemment à disposition également pour vous après l'atelier. Donc, maintenant, place aux spécialistes.
du sport, médecin du sport de la Tour, donc l'hôpital Amérin. Merci beaucoup, Valériane. Ah oui, c'est juste. Et j'ai envie de dire du sport et de la santé, voire surtout de la santé. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous pour cet atelier dans cette salle plénière. C'est vrai qu'on aurait envie de se rapprocher, que tout le monde vienne ici et puis qu'on puisse échanger de manière un petit peu plus proche. Alors le but quand même sur les quelques 40 minutes qui nous restent vont être de pouvoir entendre vos questions. D'accord, on a parlé ce matin pendant la table ronde de savoir s'écouter un petit peu. Je vais le faire un petit peu moins et puis je vais surtout essayer de vous écouter, vous, sur les questions que vous pouvez avoir. Et pour ça, on va utiliser un outil que je vous introduirai tout à l'heure. Donc ce ne sera pas la plateforme sur laquelle on s'est connecté ce matin. Alors, j'aimerais remercier IBC, particulièrement Nathalie Johnson et puis Sandra Vizina-Biagio qui m'ont accompagné dans la préparation pour cet événement, qui m'ont invité surtout. Et puis les organisateurs et aussi particulièrement Olivier Dominique qui conduit ça de main de maître et c'est toujours un plaisir d'échanger avec un modérateur de cette qualité. Alors de quoi on va parler? D'abord, les conflits d'intérêts, parce qu'il faut les mentionner, parce qu'ils existent, c'est un fait. Je le fais sous mandat d'IBC aujourd'hui et les messages sont les miens, très clairement. Et peut-être plus important, c'est qu'en tant que médecin, finalement, une chose que j'ai un peu évoquée ce matin, c'est que mon travail, mon revenu, dépend de problèmes de santé que j'aide à traiter et pas de ceux que j'aide à prévenir. D'accord ? On a touché un peu la question de la prévention ce matin, et c'est une question délicate, et peut-être qu'il faudrait qu'on aille Alain Berset dans la salle pour pouvoir discuter de ça avec lui et d'autres politiques, parce que cet aspect-là, il est fondamental. Et on a fréquemment, disons, une balance entre dans quelle mesure est-ce que la prévention devrait être prise en charge par l'État, par les assurances, par l'employeur, ou bien dans quelle mesure elle est de la responsabilité individuelle. Comme souvent, la vérité elle est certainement au milieu, c'est qu'il doit y avoir des facilitateurs et des acteurs, et que les deux travaillent ensemble. Et c'est un petit peu comme ça que j'entrevois la gestion de la santé. Alors, le chemin vers la santé et vers le mouvement, il peut être pris par pas mal de possibilités différentes et on va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà ce que j'aimerais vous demander de faire, c'est de sortir vos téléphones et de vous rendre sur ce site slido.com. Il y aura des questions, il y aura 2-3 choses, c'est bien si vous pouvez vraiment le faire, le maximum de personnes dans la salle, ça nous permettra d'alimenter la discussion. Donc slido.com et puis vous rentrez K971. Puis je vais vous donner un petit moment pour faire ça. Comme ça, je pourrai suivre après vos questions. Alors, l'idée, c'est que vous pouvez envoyer vos questions tout le long, et puis moi, je vais pouvoir les voir et choisir celles qui m'intéressent et celles qui me permettent de dire ce que je veux dire. C'est un peu le principe. Sauf que vous allez les voir, elles vont être affichées, donc on va choisir un petit peu en fonction des choix. Vous pouvez liker les questions sur le site, et comme ça, elles remontent en haut de la file, et plus vous likez une question, plus ça va me contraindre à devoir l'aborder. Donc vous avez un certain pouvoir sur ce que je raconte aujourd'hui. Ok, qui c'est qui a pu se connecter? Ouais, c'est déjà pas mal de monde. Ok. Ceux qui n'ont pas réussi, demandez à vos voisins, je crois qu'ils ont déjà bien réussi. Alors, on l'a évoqué un petit peu, pourquoi je suis là en fait? Je suis là parce que on a tous une expérience qu'on amène. Mon expérience à moi, ça a été une passion pour la médecine, les études de médecine, et puis en parallèle du sport. C'était le basket à l'époque. Et puis, comme l'évoquait Olivier tout à l'heure, cet équilibre, il faut essayer de le trouver, et il est souvent bénéfique. Et ça peut être un plus et un plus pour affronter un petit peu les challenges qu'on se pose, en l'occurrence avancer dans ses études et puis essayer de se développer professionnellement et en parallèle de faire du sport tant que ça nous fait du bien. J'ai eu personnellement beaucoup de chance, c'est que j'ai fait du basket. Et au basket, c'était possible. Il y a d'autres sports où c'est un peu moins possible, parce que ce n'était pas suffisamment professionnel pour qu'on me mette des contraintes. Et quand je disais « non, ce soir, je ne viens pas m'entraîner, je ne peux pas », parce que j'ai examen, j'ai des trucs à préparer, j'ai garde à l'hôpital ou quelque chose, je pouvais le faire. Donc ça, c'était cet équilibre qui était à moi de gérer.
et que j'ai pu faire. Maintenant, quand on parle de sport d'élite à un niveau qui n'est pas celui du basket en Suisse, ça peut poser plus de problèmes. Donc je suis extrêmement privilégié d'avoir pu mélanger ces deux activités pendant un certain temps. Et ça m'a apporté pas mal d'expérience, je pense. Pour finalement me concentrer sur la santé, aspect fondamental de nos vies à tous, ça concerne tout le monde. Et ce qui nous concerne et nous concernera un jour, c'est principalement la santé cardiaque ou cardiovasculaire. Vous savez bien que ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, c'est-à-dire pas les virus, les infections, mais vraiment les maladies qu'on appelle chroniques, qui sont principalement les maladies cardiaques ou les attaques cérébrales, sont des choses qui, avec les années, risquent de nous atteindre tôt ou tard, et qu'elles coûtent énormément, et ça met des pressions sur les systèmes de santé, sur l'entreprise, sur tous les processus de l'État, de la vie personnelle, sociétale et entrepreneuriale également. Donc on doit en être conscient, bien entendu, mais comme je disais ce matin, c'est plus tard, c'est un jour plus tard, peut-être. Ça ne nous concerne pas immédiatement aujourd'hui. Puis petit à petit, on se sent concerné parce qu'on a quelqu'un de notre entourage peut-être qui a été affecté. Et ça peut être un révélateur qui nous fait prendre conscience et dire « Ok, peut-être que je dois faire quelque chose pour ma santé ». Et une des principales choses qu'on peut faire pour sa santé, et vous le savez, c'est de bouger, d'être actif. Faire du sport ou bien faire de l'activité physique. La majorité dans la salle fait plus de 2 fois par semaine une activité physique ou sportive. C'était écrit « sport » dans la question. Donc en fait, vous êtes acquis déjà à cette idée-là. L'autre problème que ça pose, c'est celui-là, comme j'expliquais, les pressions sur l'économie, parce que c'est énormément de coûts. Et au-delà de ça, c'est aussi une approche. Le modèle médical, tel que je l'ai appris à l'école de médecine et ensuite en travaillant, c'est qu'on identifie des maladies et on donne des traitements. Et puis ce que ça coûte, on s'en fiche. Parce qu'on n'apprend pas ça quand on fait les études. On apprend quel est le meilleur traitement. Puis après, on est confronté à la réalité. Puis après, on se rend compte en fait que ce qu'on a appris n'est pas forcément tout à fait exact, ou en tout cas, il y a d'autres choses qu'on ne nous a pas beaucoup appris. Et notamment que la plupart des maladies chroniques peuvent être limitées ou réduites ou retardées par un style de vie sain, dont l'activité physique ou sportive régulière. Et que du coup, on peut réduire grandement la nécessité de ces ressources-là ou de ces médicaments-là. Et Dieu sait qu'ils sont commentés actuellement dans l'actualité régulièrement. Et pourquoi on en arrive aussi à ces problèmes chroniques? Eh bien évidemment, c'est ces thématiques-là, donc la sédentarisation. Et on peut se sentir tous plus ou moins touchés par ce phénomène-là, parce que le fauteuil est confortable, parce que notre vie est confortablement organisée pour éviter l'activité physique au maximum. On le sait, c'est un problème. Par contre, en parallèle, on vit une forme de pression, une envie ou un rêve de vivre jusqu'à 120 ans et d'être en pleine forme et de pouvoir continuer à gambader et à faire des activités en pleine santé. Comme Robert Marchand. 105 ans, 22,4 km il parcourt en 1 heure à 105 ans. Donc, de manière assez incroyable, il détient le record du monde de l'heure à vélo pour la catégorie des 105 ans. Vous me voyez venir. 22,4 km/h. Alors pourquoi je le mets là? Je le mets là parce qu'il y a quelques semaines, en fait quelques mois, je reçois un patient qui a 45 ans, qui travaille dans un domaine du secteur tertiaire, beaucoup de pression dans le travail, classique, qui fait du triathlon. On retombe un peu sur nos pattes de ce matin, ce qu'on discutait. Des Ironman, etc. Donc un job très chargé, beaucoup de pression, une vie de famille, et du triathlon, avec des longues distances, donc 10-15 heures d'entraînement par semaine, ce qui paraît a priori impossible à concilier, mais que beaucoup de gens essayent, arrivent à concilier, etc. Je le vois parce qu'il est en burn-out. Il est en burn-out, il est à l'arrêt de travail, sportivement ça ne va plus, il prend du poids, il ne sait pas comment faire, qu'est-ce qu'il peut faire pour continuer à s'entraîner un petit peu et pour éviter la spirale dans laquelle il est déjà assez profondément ancré. Et c'est quelque chose que je vois malheureusement trop souvent. Alors évidemment, tous ceux qui vont bien, je les vois moins, heureusement, en tout cas pas à la consultation, je les vois en dehors et c'est très bien. Mais je vois quand même beaucoup de ces situations-là. Et je vous parle de lui parce qu'il me disait que ça commençait à aller mieux après quelques mois. Je suis allé faire du vélo et j'ai fait 1 heure et j'ai fait 22 km. Donc j'ai fait 22 km/h au plat, au bord du lac, alors qu'avant il roulait à 35, 36 facile. Et Robert Marchand, lui, fait 22,4 à 105 ans. Alors, le but, évidemment, il est d'essayer de maintenir une qualité de vie, d'essayer de maintenir une capacité physique le plus longtemps possible pour arriver
à quelque chose qui ne soit pas forcément ce que fait Robert Marchand, mais disons le sourire et puis la capacité de faire ce qu'on veut faire. Comme Fauja Singh, par exemple, un Sikh qui est loin d'être malade et qui, lui, a parcouru des marathons après l'âge de 80 ans. Il a commencé à courir après 80 ans parce que son fils de 60 ans était décédé d'une maladie cardiaque. Je n'étais pas là pour vérifier tous les dires de ça, mais c'est ce qui est décrit en tout cas, et c'est ce qu'il dit lui. Et jusqu'à 105 ou 106 ans, il a parcouru des marathons, le dernier en 9 heures, donc voilà, c'est pas de la course hyper rapide, mais quand même c'est assez impressionnant. Et il y en a d'autres, comme Olga Kotelko, qui est décédée à l'âge de 95 ans, il y a 2 ans, je crois, qui s'est mis à faire une activité physique simple, de la marche au début, puis un peu de jogging après 65 ans, parce qu'elle cherchait de la compagnie, elle a trouvé un groupe de personnes qui faisaient ça, et puis elle a commencé à en faire un petit peu plus, elle s'est découvert une passion pour ça, et à l'âge de 90 ans, elle faisait des compétitions master en athlétisme, et elle est détentrice de multiples records du monde à 90 ans. Mais au-delà de ça, Olga Kotelko, si vous allez regarder sur YouTube des vidéos de ses interviews, personnage fascinant. Il y a un livre qui a été écrit sur elle qui est vraiment sublime. C'est un trajet de vie, une forme de renaissance, qui dit aussi qu'il n'est jamais trop tard, mais que mieux vaut tôt que tard. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment la maladie ou les problèmes peuvent commencer à frapper. Et puis il y a vous. Vous et moi, on est sur la ligne, on est tout le temps dans un impératif de performance, quelle que soit la définition de la performance, mais elle est souvent extrême. C'est-à-dire qu'on doit faire plus, au boulot, on doit abattre du travail, on a des projets, on doit finir, il y a des deadlines, il y a des emails, il y a des séances qui ne servent à rien, il y a plein de choses qui se passent et on doit toujours continuer à faire ça. Et on essaye d'aller de plus en plus vite et de plus en plus régulièrement. Et ça, c'est un problème parce qu'on se retrouve avec des agendas un petit peu comme celui-là, qui est fictif, mais qui n'est pas si fictif que ça. Et à chaque fois que je le vois, je me dis, ouais, il faut quand même que je fasse attention, moi aussi. Parce qu'on se remplit tous les agendas de plein de choses. Alors, je ne sais pas comment vous gérez vos agendas, chacun fait ça à sa manière, mais si vous avez une vue de la semaine, puis si vous notez les choses un petit peu comment elles arrivent, ben posez-vous la question, où est-ce qu'il y a de l'espace pour moi, pour ma santé, pour ma récupération, pour mon bien-être? Et souvent, on va en trouver des endroits. On va dire ici, ah ben voilà, là il y a un concert, je vais au concert à Beaulieu ou quelque part, et ça va être une récupération. Mais je vais être tellement stressé pour pouvoir arriver à l'heure que ça ne va pas être forcément une super récupération. Puis je ne vais peut-être pas profiter au maximum de ce moment-là. Puis après, je vais rentrer super tard, et le lendemain matin, ça va être un peu difficile. Puis juste avant le concert, j'ai une séance pour un Skype pour les projets Burnout. Donc des fois, il faut se poser des questions un petit peu. Puis le dimanche, je dois préparer la conférence forum, donc ça me prend aussi un petit peu de temps. Pensez à regarder votre agenda et quel type de choses il y a dessus. Un des problèmes qu'on a, c'est que si on est assis trop longtemps, vous êtes assis depuis 20 minutes maintenant, et vous êtes à gauche. Et à gauche, c'est quoi? C'est votre cerveau qui est plus froid. Il a moins d'activité. À droite, c'est moi. Je suis debout, je bouge, j'ai des stimulations qui arrivent sur mon cerveau et qui le font travailler. C'est positif, ça aide mes neurones à continuer à fonctionner, et ça aide à la mémoire, ça aide à plein de choses. Tandis que de rester assis longtemps comme ça, ce n'est pas une bonne idée. Et 20 minutes déjà, c'est longtemps. Donc du coup, je vous encourage, ou plutôt je vous demande, s'il vous plaît, à vous débarrasser de cette chaise parfois trop encombrante et à juste vous lever pour un petit moment. Ça vous fera du bien, vous allez en bénéficier. Allez-y, juste levez-vous. Voilà, c'est difficile, hein? On est tellement conditionné dans un auditoire à rester assis. Et en vous levant maintenant et en étant debout, pensez à vos journées de travail. Et certains d'entre vous sont souvent debout, mais d'autres sont trop assis. Et la plupart d'entre nous, on est trop souvent assis. Et juste de se lever un petit moment, de se dégourdir un petit peu les bras qui sont plus comme ça en position « je vais taper mes emails », de relâcher un petit peu la nuque, de faire quelques petits mouvements, monter sur les pointes en haut en bas. Et si vous faites ça toutes les 20 minutes ou 30 minutes, puis que vous faites une vingtaine de montées sur les pointes, puis vous pouvez faire sur un pied aussi, ça fait un peu d'équilibre, vous avez l'air de rien, les collègues au bureau vont vous regarder et disent « mais il fait quoi ?» Par contre, je peux vous garantir, vous qui êtes des sportifs, et j'imagine il y a des gens qui font de la course à pied. Qui fait de la course à pied? Voilà, il y en a beaucoup.
Ben, si vous faites ça tous les jours, puis vous faites juste des montées en pointe comme ça sur un pied et sur 2 pieds, je vous garantis que tous ceux d'entre vous qui ont des crampes aux mollets puis qui prennent du magnésium pour les faire partir, vous n'en aurez plus. Parce que c'est un problème de force et c'est un problème d'endurance de force. Et c'est ça qu'il faut faire pour essayer de les régler. Et puis on doit être aidé aussi. Et une façon qu'on peut nous aider, dont on peut nous aider, c'est l'architecture. C'est l'environnement construit autour de nous. Et ici, pour ceux d'entre vous qui ont eu un besoin pressant, à un moment donné, vous avez pu vous rendre derrière vers une porte et vous allez vers les toilettes et vous dites « Ah, mince, il y a 2 étages à monter à pied pour aller aux toilettes. » Incroyable. Ça, c'est du design architectural brillant. Parce que vous êtes obligé d'aller aux toilettes, parce que vous avez besoin d'aller. Donc vous allez être obligé de prendre l'escalier. Et ça, c'est magnifique. Et bien sûr qu'on doit respecter le fait que certains ne peuvent pas, qu'il y a d'autres moyens de se déplacer. Mais l'escalier doit être le chemin par défaut. Pensez-y dans vos entreprises. Alors, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore sur Slido, ouais, j'ai déjà des questions qui sont arrivées, excellent. Merci. On va, et j'espère que ça marche. J'ai fait un peu des tests avant, ça marchait, ça devrait marcher. Alors, oui, ça marche. Alors, on va faire ça. Ça met un petit peu de temps à changer. Alors, on y est. Voilà, vous pouvez taper sur vos téléphones, avec un espace ou une virgule, comme vous voulez, des mots-clés de ce que vous attendez aujourd'hui. Et je peux faire une demi-journée. Normalement, on fait une demi-journée ou une journée complète avec ça. On ne pourra certainement pas tout voir. Mais ça m'intéresse de savoir quels sont les mots-clés pour vous, tout en sachant que vous êtes influencé par tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant et ce matin. Mais c'est comme ça. Donc vous pouvez taper vos mots et puis entrer ça. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. D'accord, maximum 3 mots. Idée. Il y a plein de gens qui ont mis idée. Excellent. À moins que ce soit juste le premier qui a été mis. Je ne sais pas. La taille est en principe fonction du nombre de répétitions des mots qui ont été mis. Donc, on a stress, gestion du stress, performance, plaisir, équilibre, bien. Je pense que quelqu'un a mis bien-être et puis ça a séparé bien-être. Prise de conscience, vision saine, nutrition optimisée. OK. Performance, équilibre, stress. Ouais, ça, c'est l'équilibre extrêmement difficile entre ces aspects-là. Hein. OK. On reviendra peut-être à ça. Une autre question pour vous, qui est quel est votre niveau d'énergie ces dernières semaines? De 1 à 5. 1, c'est pas terrible. 5, c'est superbe niveau d'énergie. Vive la Suisse. Voilà, il y en a qui hésitent encore un petit peu, hein, on joue, mais quand même le trend, il est assez clair, d'accord? Donc vous êtes dans le moyen. Est-ce que c'est bien le moyen? Le moyen, c'est la médiocrité, je vous rappelle. Hein, la définition de médiocrité, c'est moyen. On ne veut pas être dans le moyen. Votre niveau d'énergie doit être à 4 ou 5. Vous devriez être à 4 ou 5. Ah, ça remonte. Excellent, il y en a qui ont changé d'avis. Merci beaucoup. OK, excellent. Bien. Passons à une autre. Qui a déjà fait un marathon, semi-marathon, 10 km? Choisissez la plus grande distance que vous ayez faite en course une fois, si vous avez fait de la course. On est d'accord qu'il n'y a pas que la course, mais c'est ce que la plupart des gens, enfin la majorité des gens actifs vont choisir ça pour des raisons pratiques, entre autres. D'accord, est-ce que c'est... Personne n'a répondu ou est-ce que ça ne marche pas? Il y a des gens qui ont répondu? Ah voilà, c'est bien, fait un peu de retard. Ah ouais. Donc là, en fait, il y a 2 personnes qui ont répondu, hein. C'est une et une, je pense. Non, c'est bon, ça vient. Voilà. OK. Quand même, hein? Ça me donne une idée un petit peu du type d'activité que vous pratiquez. On passe à une autre question, qui est quand est-ce que
vous choisissez de faire votre activité, quand vous la pratiquez de manière préférentielle, est-ce que c'est le matin, avant le travail? Est-ce que c'est à midi? Ça met un peu de temps. Voilà, c'est là. Est-ce que c'est juste en sortant du travail ou est-ce que c'est le soir? Ok, donc quand même une majorité, c'est le soir. Il y en a un petit peu tôt le matin. On a entendu ce matin, bon, pour la préparation au triathlon Ironman, c'est vrai que c'était matin, midi et soir, donc c'est quand même... Mais là, on a une majorité le soir. Et vu qu'il y a quand même un public qui est sportif et qui fait régulièrement de l'activité, ça fait quand même pas mal de séances en soirée, je pense. Alors pourquoi je vous mets ça? Parce que on peut se poser la question, quand est le moment le plus opportun pour faire de l'activité? Il y a la logistique, on est bien d'accord, et puis après, il y a les effets bénéfiques. Et le meilleur moment, c'est probablement le matin. Ou bien sûr le midi, mais là, la logistique aussi est parfois un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait, c'est que quand on fait une activité physique, et surtout si elle est un peu plus intense, ça aide s'il y a un peu d'intensité, on a une stimulation cérébrale dans les heures qui suivent qui est extrêmement bénéfique. Et dans les 2 à 4 heures qui suivent, on a vraiment une facilitation des connexions cérébrales. On a une stimulation non pas des endorphines, mais d'autres facteurs de croissance cérébraux qui permettent une meilleure connectivité entre les neurones et qui facilitent non seulement l'apprentissage, mais aussi les fonctions exécutives, à savoir les tâches complexes. Et ça, c'est démontré déjà largement depuis longtemps. Et c'est pour ça d'ailleurs que, notamment chez les jeunes, les enfants et dans les écoles, c'est pour ça que toutes les écoles en Suisse, depuis maintenant longtemps, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on sait ça, ont intégré ça dans le curriculum. Ça veut dire, comme vous le savez bien, pour tous ceux qui ont des enfants qui sont à l'école, le matin, quand ils vont, la première heure, ils font du sport, et après ils commencent l'école. Ou pas. Ou pas. Et s'ils le faisaient tous les jours, et qu'ils faisaient une demi-heure d'activité sportive tous les jours avant de commencer les cours, eh ben vous aurez peut-être moins de problèmes à essayer de vous souvenir comment ça fonctionne les intégrales et puis les équations du 3e degré, pour les répéter avec eux parce qu'ils ont de la peine. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être utilisé, ça n'est pas utilisé. Et il y a plein d'excuses, c'est compliqué, etc., etc. L'autre chose qu'on sait aussi, c'est que non seulement ça aide aux fonctions exécutives, si vous voulez, mais ça aide à la créativité. Et je vous disais tout à l'heure les meetings qui ne servent à rien. Et vous les connaissez tous, ces meetings. Qui dans la salle fait des meetings en marchant? Il y a une personne, deux personnes qui lèvent la main. Le problème des meetings en marchant, et là aussi il y a beaucoup d'excuses, c'est qu'on ne peut pas les faire parce qu'on ne peut pas prendre des notes, parce qu'on n'a pas l'ordinateur, parce qu'on n'a pas le tableur Excel, parce qu'on est trop de personnes, on ne peut pas s'entendre, etc. Alors d'abord, ce qu'on sait, c'est que les meetings où il y a plus que 5 personnes ne servent à rien. Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui ne devraient pas être dans la salle, souvent. Donc il faut réduire les tailles. Et puis ensuite, quand on est à 3 ou 4 personnes, on peut souvent très bien aller marcher pour avoir une bonne discussion, prendre 20 minutes ou 30 minutes dehors, de voir l'extérieur. C'est nettement mieux que d'être dans une salle ici, dans le noir. Ça stimule le cerveau, on va avoir de bonnes idées, on va penser à des choses. Et puis il y a des solutions pour prendre des notes, pour les dicter. Il y a des appareils de reconnaissance vocale, il y a tout ce que vous voulez pour faire ça. On peut prendre des notes sur le téléphone, il n'y a aucun problème. Tout ça est faisable. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire pour ça. Mais on est tellement préoccupé ou tellement dans un mode de pensée où on est sur une ligne droite sur la piste et on tourne en rond. Et on doit sortir de la boîte, comme disait Yann Logan ce matin, think outside the box. Il faut sortir un petit peu et en pratique, ça veut dire vraiment se mettre à l'extérieur et aller profiter un petit peu de tout ça. Alors, je vais juste... qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ça, peut-être, ce schéma ici. Et vous allez me dire... Vous allez réfléchir peut-être 30 secondes ou 1 minute entre vous, vous pouvez échanger. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça vous dit? Et je peux vous dire, il y a le temps sur l'axe des X. C'est pas facile, hein? C'est un peu les tests de Rorschach, ça. Faire attention à ce que vous dites. Est-ce que vous voyez un Batman? Est-ce que vous voyez... Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'on a, c'est ça. C'est qu'on a les dates. Donc, tout en bas à gauche, c'est aujourd'hui.
Et puis ensuite au mois d'octobre, et puis en haut, c'est l'investissement d'énergie dans le travail, par exemple. Puis vous allez avoir éventuellement en octobre un petit break, parce qu'il y a les vacances scolaires, et peut-être certains d'entre vous vont faire un break à ce moment-là. Et vous voyez qu'avant les vacances, il y a un pic, parce que c'est le stress avant de partir en vacances. Puis après les vacances, il y a aussi un pic sur quelques jours, et puis après on stabilise un petit peu. Puis après, vous avez Noël. Puis on essaie de réduire complètement, on n'a pas le choix, parce qu'il voilà, y a les fêtes, il y a la famille qui vient. Et... Après Noël, c'est la cata, après les vacances, si on a pris des vacances. Il y a des pics de nouveau d'activité. Puis après, il y a peut-être 1 ou 2 week-ends où ça descend un tout petit peu, parce qu'on allait skier. Puis après, on arrive aux vacances d'été, et là, ça redescend, et on essaie de relâcher un petit peu, et ça repart avec un gros pic quand on revient. Qui c'est qui peut un petit peu s'identifier à ça? Ouais. Moi, parce que je l'ai fait, puis je l'ai fait sur la base de ce que je ressens, mais aussi de ce que je vois avec les gens avec qui je discute. Puis des fois, ce qui arrive, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et ça, c'est la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'arrivait plus à rouler avec son vélo et qui n'arrivait plus rien à faire. Et c'est malheureusement pas rare. On le voit assez souvent. Puis après, en comparaison, on peut regarder ça. Vous voyez la différence? Ça, c'est ce que lui, il fait. Julien Vanders. Et c'est aujourd'hui probablement le meilleur coureur blanc sur la planète, il est genevois. On l'appelle le Kenyan blanc. Et il est extraordinaire. Il a 23 ans, et je pense qu'il a tout compris sur comment gérer les choses. Alors, ça, c'est un peu comme ça l'idéal des courbes d'entraînement. Bien qu'il n'y ait pas de courbe idéale, elles sont toujours adaptées à l'athlète. Et puis, j'ai fait ce dessin à la main en 2 secondes, donc il est certainement de loin pas parfait. Mais l'idée est qu'on ait des périodes de récupération, des périodes d'intensification, mais des périodes de récupération multiples qui sont présentes tout au long de l'année, avec une augmentation en vue des objectifs. Et les objectifs, il y en a plusieurs dans l'année, qui sont des objectifs mineurs, on va dire, avec des compétitions sur lesquelles on veut faire des bons résultats. Là, en l'occurrence, il bat le record d'Europe du semi-marathon, le record d'Europe du 10 km. Et puis après, il se qualifie pour les championnats du monde qui auront lieu en octobre, qui est son objectif de la saison. Et si les choses se poursuivent bien, on espère qu'il pourra se distinguer dans le pack des coureurs à Doha en 2019 en octobre. Alors on va peut-être revenir un petit peu sur les questions pour voir qu'est-ce que vous dites. Hop. Donc, alors il y a une question sur le rôle de la nutrition et des superaliments, et je ne vais pas l'aborder, parce qu'elle est trop compliquée, c'est trop long, et puis on ne peut pas faire ça. Il y a une question qui dit « Burn-out et manque de sport, sont-ils liés ?» On a un peu touché ça ce matin. Quand je vous ai dit qu'un plus et un plus, c'est-à-dire beaucoup de travail et puis en rajoutant du sport, ça peut être un double bénéfice à un moment donné. Enfin, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose de bénéfique, et ce n'est pas forcément juste qu'on remplit la baignoire trop et qu'après on se noie dedans. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, selon quand est-ce qu'on fait son sport, ça peut aider à la capacité de concentration et puis à la résistance au niveau cérébral, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est que ça peut aider au sommeil. Et certainement, beaucoup d'entre vous le savent, quand vous êtes régulièrement actif, vous faites votre activité sportive qui vous fait du bien, le sommeil il est aussi meilleur. Et le sommeil est une clé essentielle de votre bien-être, de votre niveau d'énergie et de votre capacité professionnelle et privée également. Et c'est tellement sous-estimé. Et c'est pour ça que ce matin, comme l'a relevé Olivier et Dominique, je tweetais sur le leader, le patron qui se lève le premier, qui se couche le dernier et qui montre l'exemple. Ce n'est pas le bon exemple. Bien sûr que le patron est exemplaire, et le leadership, c'est ça. Mais le leader, c'est celui qui fait le job de façon à ce que les personnes qui l'emmènent peuvent rentrer à temps à la maison pour voir leurs enfants, dormir suffisamment et faire du sport qui leur fera du bien à leur santé et à leur tête. Ça, c'est le meilleur. Ce n'est pas celui qui dit « je me lève le premier, je me couche le dernier, parce qu'il faut faire comme ça ». Ça, c'est un mythe auquel j'aime bien tordre le cou, et je pense que l'exemplarité est certes utile et importante, mais je ne pense pas sous cette forme-là, il faut le dire un peu différemment. Et on comprend tout ce que ça veut dire quand un leader le dit.
je vais me lever tôt, je vais finir tard parce que je veux faire le job. Je suis le premier à le faire comme ça, mais on doit comprendre que pour notre bien-être à nous-mêmes et à ceux autour de nous, on doit le faire un peu différemment. Alors, burn-out et manque de sport, ils peuvent être liés. C'est sûr, parce que le sport peut amener quelque chose de sain qui vient contrebalancer le burn-out. Le burn-out, comme vous le savez, c'est compliqué, ce n'est pas seulement faire trop d'heures. C'est qu'est-ce qu'il y a dans ces heures. C'est si on n'aime pas ce qu'on fait. C'est si l'environnement ne nous convient pas. C'est si on n'a pas de réalisation dans son travail. Si on n'a pas l'impression qu'on avance quelque part. Si c'est trop monotone. Tous ces aspects-là favorisent le burn-out. Alors certaines personnes qui sont dans des environnements comme ça vont se réfugier dans autre chose. La nourriture peut en être une. Et ça peut poser problème avec la prise de poids, etc. Ça peut être d'autres activités, ça peut être du gaming, les jeux vidéo. Et ce n'est pas que les ados, il y a beaucoup d'adultes aussi qui passent beaucoup de temps sur des jeux vidéo, par exemple. Ou ça peut être le sport, et on peut devenir le sport à outrance et à excès, qui pose un problème. Donc, tant le manque de sport peut être associé au burn-out parce qu'on ne vient pas apporter quelque chose qui vient contrebalancer une situation qui est insatisfaisante, mais le problème à la base, c'est la situation insatisfaisante. Ce n'est pas le manque de sport nécessairement. D'accord, alors celle-là, c'est fait. Ensuite, est-ce que vous traitez des problèmes d'utilisation de drogue pour améliorer la performance? J'y réponds rapidement, non, parce que je ne sais jamais quand les athlètes prennent des drogues pour améliorer leur performance, parce qu'ils ne me le disent pas. Très rarement, il y a des amateurs qui font du bodybuilding, qui me le disent, ils viennent, ils ont des problèmes, ils ont des questions, on leur a dit qu'il fallait prendre ci, prendre ça pour pouvoir aller plus loin dans leur pratique sportive, et ils posent des questions, mais en fait ce qu'ils veulent savoir c'est quoi prendre et comment pour limiter le risque. Donc ils viennent chez moi pour rassurer leur conscience parce qu'ils sont allés en parler, mais ils ne sont pas du tout prêts à arrêter. Et il m'est totalement impossible de leur dire « oui, oui, continuez, c'est très bien, il n'y a aucun problème de faire ça ». Évidemment que ce n'est pas possible. Par contre, on sait qu'il y a un pourcentage important dans les salles de sport, surtout d'hommes et de jeunes hommes, et même d'adolescents, qui prennent des stéroïdes anabolisants, et ce genre de choses, et ça, c'est extrêmement problématique. Et bien sûr, dans le sport d'élite, il y en a aussi, mais souvent, on ne le sait pas. Les signes avant-coureurs d'un burn-out, ici en bas, c'est difficile. Hein, souvent, c'est une perte de contact social, c'est une perte de motivation à faire d'autres choses en dehors du boulot. C'est clairement un travail dont on sait qu'il ne nous satisfait pas, par exemple. Ou bien c'est un manque de sommeil, c'est un manque de récupération. Et chacun sait un petit peu quand il sent que les choses ne vont pas bien. Alors on disait ce matin, il faut savoir s'écouter, ce n'est pas évident. Ça peut s'apprendre. Et il y a des outils, il existe quand même des applications ou des coachs ou d'autres personnes qui peuvent nous aider à comprendre ces signes avant-coureurs. Mais c'est une irritabilité, c'est une perturbation du sommeil qui est nouvelle, ça peut être une perte de libido, par exemple. Tous ces éléments-là peuvent être des marqueurs d'un stress marqué, trop important, qui vient perturber des fonctions hormonales et puis des fonctions de l'humeur. Bon, on arrive quasiment au bout, hein, parce que le temps il est passé. La prévention n'est pas sexy. Comment améliorer la communication? Je suis un peu silencieux. Hein. C'est vrai que la prévention, ce n'est pas sexy, on l'a assez dit. J'ai régulièrement des contacts avec des entreprises ou des personnes qui veulent essayer de faire quelque chose pour l'environnement dans lequel ils sont. Et puis souvent, on se dit, oui, mais on veut la prévention, c'est important. Donc, est-ce que vous pourriez venir et puis on fait une conférence et puis on en parle? OK. Et je le fais volontiers, manifestement, j'aime bien faire ça. Mais ça ne suffit pas, ça ne sert finalement pas à grand-chose. Ça peut être un déclencheur pour une ou l'autre personne qui est prête à faire quelque chose et qui probablement aurait commencé sans avoir ce déclencheur-là, parce que les gens qui sont prêts à le faire, c'est parce qu'ils ont déjà d'autres motivations. Ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est qu'il y ait un relais vraiment dans le leadership au sein des entreprises. C'est que si vous souhaitez inviter une fois quelqu'un pour faire quelque chose, ou bien organiser un événement qu'on appelle team building ou autrement, c'est égal, participer à une manifestation sportive, il faut que ce ne soit pas un one-shot. Il faut qu'il y ait d'autres choses organisées derrière. Il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait une valorisation de ces actions, il faut qu'il y ait une reconnaissance de la part des employés qui se rendent bien compte que, ah oui, il y a une suite, en fait. On se soucie vraiment de poursuivre dans cette voie-là. Et seulement comme ça, il peut y avoir un return on investment. Autrement, il n'y en a pas.
Autrement, il y a un peu de frustration. Et puis ce que vous allez avoir, notamment si vous faites des événements sportifs, c'est qu'il va y avoir les sportifs du groupe qui viennent, et puis les autres pas tellement. Donc en fait, ça ne sert à rien, parce que les sportifs, ils sont déjà sportifs, et ce n'est pas eux qu'il faut viser. Je vais encore répondre à la statistique sur les anciens sportifs et le vieillissement prématuré des articulations. Oui, on a des statistiques. Oui, il y a plus de vieillissement prématuré des articulations chez les anciens sportifs qui se sont blessés à ces articulations. Donc si vous avez une déchirure des ligaments croisés antérieurs du genou, eh bien, vous allez avoir à ce moment-là plus de problèmes d'arthrose que ceux qui n'ont pas eu ça. Si par contre vous n'avez pas eu de blessure grave sur les articulations et que vous avez été sportif, vous allez avoir moins de problèmes au long cours. Et pour tous les joggeurs parmi vous, le jogging ne fait pas d'arthrose. Au contraire, on sait qu'à 70 ans, 80 ans, ceux qui ont fait beaucoup de jogging ont moins de problèmes d'arthrose que ceux qui n'en ont pas fait. Donc vous pouvez continuer à courir. Et je vais conclure dans 1 minute avec, si ça veut bien changer, finalement, il y a beaucoup de choses que vous pouvez essayer de mettre en place au sein de l'entreprise, mais ça passe par des personnes qui sont motivées, ça passe par des leaders qui vont être capables de générer une certaine motivation et des projets. Il y a des outils qui peuvent être mis en place, et pour ça, on peut vous aider, ça c'est sûr. Mais avant tout, ça passe par une volonté d'essayer de suivre les choses. Je vous ai parlé d'applications, je vous ai parlé de projets possibles, ça c'est des choses qu'on peut faire. Il faut travailler sur le design dans l'entreprise. C'est vrai que la mobilité, on en a touché quelques mots aujourd'hui, est un élément qui peut aussi être envisagé sous l'angle de la santé si on peut favoriser une mobilité douce. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que les questions sont vraiment les points les plus centraux sur lesquels on peut passer un petit peu de temps. Pour conclure et dire que cet équilibre qu'on essaye d'atteindre, il ne faut jamais oublier que ce que vous faites, c'est le pourquoi qui compte. Et il y a, pour ceux qui connaissent les TED Talks, vous pouvez trouver Simon Sinek, qui a écrit un livre qui s'appelle Start with Why. Qui c'est qui connaît ce livre? Ouais, pas beaucoup. Je vous encourage à aller regarder Simon Sinek, Start with Why. Et il y a un talk qui dure quelques 12 minutes qui est fantastique. Et vous dit, ce qui compte, c'est le pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on fait. Et en termes de santé, si on peut envisager le pourquoi que je vais mettre en parallèle de la performance dont je parlais ce matin, la définition de la performance, c'est le pourquoi vous faites quelque chose. Moi, je l'envisage un petit peu comme, j'espère un jour pouvoir garder mon équilibre sur un tronc, peut-être en tant que grand-père, avec la famille et avec des gens qui me sont proches, et où je vais pouvoir continuer à faire ce qui me plaît. Et le pourquoi je fais ce que je fais, j'espère que ça va m'amener à ça. Je vous remercie pour votre écoute.